La salle de congrès du Palais du Peuple a servi de cadre ce jeudi à la célébration d'un triple événement, à savoir les 10 ans d'existence du Collège des hautes études des stratégies de défense CHESD, la clôture de la session académique 2025-2026 et l'ouverture de la nouvelle année. Pour marquer d'une pierre blanche cet événement, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité son homologue du Burundi, Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. Ses homologues du Congo-Brazzaville et de la République centrafricaine ont été représentés par leur ministre des Défenses. Considéré comme la plus haute école de formation pour les officiers supérieurs, généraux et colonels, le CHESD a une vocation sous-régionale, ce qui justifie la présence de plusieurs lauréats de plusieurs pays de l'Afrique centrale. Les lauréats des sessions ordinaires et spéciales du CHESD ainsi que ceux de l'École supérieure d'administration militaire ESAM ont reçu à tour de rôle de main des chefs d'État et de leurs parrains les diplômes qui couronnent leur parcours dans ces prestigieuses institutions. Avant de clôturer l'année académique et d'ouvrir la prochaine, le chef de l'État s'est exprimé sur la première décennie d'existence des CHESD. Il entend consolider les acquis et fixer les caps pour la deuxième décennie. Pour sa deuxième décennie, je fixe au Collège 5 priorités majeures. La première est celle de la pensée souveraine. Le CHESD doit renforcer la recherche stratégique, contribuer à l'élaboration de notre doctrine nationale de défense et de sécurité, produire des études de référence et mettre à la disposition des décideurs des analyses rigoureuses, objectives et directement mobilisables. La deuxième priorité est celle de l'anticipation. Le Collège doit se doter d'une capacité permanente de veille stratégique et de prospective fondée sur la maîtrise des données, l'analyse de scénarios, la simulation de crise et l'alerte précoce. La troisième priorité est celle de la souveraineté numérique et informationnelle. La cybersécurité, l'intelligence artificielle, la maîtrise des données, la communication stratégique, la lutte contre la désinformation et la protection des infrastructures critiques doivent occuper une place centrale dans les programmes de formation et de recherche du CHESD. La quatrième priorité est celle de l'ouverture africaine et de la coopération régionale. Aucune sécurité nationale ne peut être durablement garantie dans une région livrée à l'instabilité. Le CHESD doit donc approfondir ses partenariats avec les institutions sœurs, les organisations régionales et les centres africains de recherche. Il doit contribuer à faire émerger des solutions africaines portées par une intelligence africaine de nos réalités, de nos vulnérabilités et de nos ambitions communes. La cinquième priorité, enfin, est celle de l'éthique républicaine. La compétence sans intégrité peut devenir un danger. La puissance affranchie du droit finit toujours par se retourner contre la nation. Toute formation stratégique dispensée au sein de ce collège doit donc être indissociable du sens de l'État, de la fidélité à la Constitution, du respect de la dignité humaine et de la primauté de l'intérêt général. S'adressant aux lauréats et auditeurs, le président de la République a fait remarquer que leur diplôme n'est pas seulement l'aboutissement d'un parcours, il constitue un engagement envers la République. Dans cette même ambiance, les dirigeants de l'institution ont à leur tour remis des présents aux chefs d'État et aux représentants du Congo-Brazzaville et de la République centrafricaine. Créé en 2016, le Collège des hautes études des stratégies de défense est un établissement militaire des niveaux post-universitaires à vocation de centre d'excellence stratégique régional de la CEAC. Vous avez sûrement corrigé avec nous qu'Évariste Ndayishimiye est le président burundais et non ougandais, comme nous l'avons dit par inadvertance. Comme annoncé dans le sommaire, 15 ans de travaux forcés requis contre l'ancien garde des Sceaux, Constant Mutamba, et son co-accusé, Chansard Bolukola, dans l'affaire Frivaro. Après un réquisitoire musclé du ministère public et les dernières plaidoiries, tous les regards sont désormais tournés vers le verdict attendu le 2 septembre. On fait le point avec Betty Amani et Marie-Reine Nzeba. Dossier Frivaro, la Cour de cassation clôt les dossiers des plaidoiries, place au verdict.
La cause est désormais prise en délibéré. À l'audience de ce mercredi, la Cour de cassation a jugé l'affaire en état d'être tranchée après la nouvelle citation à comparaître de Constant Moutamba régulièrement notifié. Son absence ne pourra empêcher l'arrêt à intervenir, les décisions de la Cour de cassation n'étant susceptibles d'aucun recours. Le président Moutamba a séché l'audience publique alors qu'il a été régulièrement signifié. La Cour déclara donc à son égard que la cause est en état. Presse à la Cour de cassation sous RP 23. Dire établi. En fait, comme entre les infractions des détournements des deniers publics commises en participation pénale directe par le prévenu Constant Moutamba Bungunga et Chassal Broncola au sommet. Condamné à concours idéal, chacun des prévenus à 15 ans de travaux forcés, ainsi qu'aux peines complémentaires. Dans son réquisitoire, le ministère public a présenté l'ancien garde des Sceaux, Constant Moutamba, comme auteur direct du détournement présumé et Chansard Boulokola comme son co-auteur. Il a requis 15 ans de travaux forcés contre les deux prévenus. Désormais, tous les regards sont tournés vers l'arrêt de la Cour, attendu dans les délais légaux. Dans un autre registre, la riposte contre la maladie à virus Ebola se renforce le long du fleuve Congo. Le secrétaire général à la santé publique a lancé dans la ville capitale les travaux du projet de sécurisation sanitaire du corridor du bassin du fleuve Congo et de ses affluents. C'est en fait pour renforcer la surveillance épidémiologique le long du corridor fluvial, principale porte d'entrée de la maladie. Les précisions d'Anassadi Doump. Fleuve Congo sans Ebola. Une initiative mise en place par le gouvernement qui s'inscrit dans le cadre du projet de sécurisation sanitaire du corridor du fleuve Congo et ses affluents pour la prévention, la détection précoce et la prise en charge rapide contre la maladie à virus Ebola et autres épidémies. L'objectif visé est de renforcer les capacités de surveillance contre le virus le long du corridor fluvial entre Kinshasa, Kisangani, les communautés riveraines et le pays voisin, afin de prévenir sa propagation. Lancé par le secrétaire général à la santé publique en partenariat avec l'Institut One Health. On sait bien comment le choléra est parti de l'Asie du Sud-Est pour devenir une première pandémie par les bateaux à vapeur. Ce qui est en revanche nouveau, c'est la décision de dire on ne va plus continuer à réagir au coup par coup. On va démarrer, mais déjà en démarrant, on va s'inscrire dans la durée. Partir du fleuve Congo sans Ebola pour aller vers le bassin du Congo-Ubangi-Sanga sans maladie. Et ça, c'est vraiment la nouveauté. Nos partenaires de la sous-région ont non seulement salué sa pertinence, mais ont suggéré avec force que la République démocratique du Congo porte cette initiative au niveau sous-régional afin d'en faire un véritable programme collectif. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités nationales ainsi que de représentants des grands partenaires qui ont rendu possible cette activité, dont l'Organisation mondiale de la santé, du Programme alimentaire mondial, du Fonds des Nations unies pour l'enfance, du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, de l'Organisation internationale pour la migration, des centres africains de contrôle et de prévention des maladies africaines et d'autres partenaires techniques engagés dans la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo. Santé encore. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale reste déterminé à éradiquer le cancer. À travers le Centre national de lutte contre le cancer, il a organisé une campagne de sensibilisation et de prise en charge avec une nouvelle méthode de traitement par les logiciels RADPEST. C'était à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. On fait le point avec Rodé Panda. Longtemps négligé, la maladie du cancer ne manque pas de retenir l'attention du gouvernement congolais à un plus haut niveau. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, à travers sa direction spécialisée dans le traitement du cancer, qui est le Centre national de traitement et la lutte contre les cancers, CNCL, que se tient la campagne de la nouvelle méthode de traitement du cancer par les logiciels
Radpost. Cadre choisi, l'hôpital Marie Biamba Mutombo. La cérémonie était présidée par le directeur national de CNLC, le professeur Bienvenu Leboisé Massamba, en présence de Maître Ampoyi Louman, responsable de l'hôpital Marie Biamba Mutombo, représentant du secrétaire général à la santé publique empêché. Le professeur Bienvenu Leboisé Massamba, directeur du CNLC, explique l'importance de la nouvelle méthode de traitement du cancer. Depuis l'indépendance de notre pays, la lutte contre les cancers était un peu dans les oubliettes. Le ministère de la Santé avait pris une décision de créer le programme national de lutte contre les cancers. Ce n'est pas une affaire du gouvernement seul. Tout le monde doit être impliqué, quel que soit le niveau d'implication. C'est une lutte toujours holistique, une lutte multisectorielle et multidisciplinaire dont nous devons la mener à chaque étape, toujours ensemble. En plus de cette symbolique de lancement, cette campagne prévoit de s'étendre dans d'autres hôpitaux. Autre chose, après plus de 25 ans d'absence dans le ciel européen, Air Congo signe son grand retour. La compagnie nationale vient de réaliser son tout premier vol Kinshasa-Paris, un moment historique pour l'aviation congolaise. Des précisions de Joseph Oscar Mbal. Ce vol inaugural Kinshasa-Paris intervient un mois après la mise en service de la liaison directe Kinshasa-Bruxelles, inaugurée en début du mois de juillet avec l'arrivée dans la flotte d'Air Congo d'un Boeing 787-800 Dreamliner. La compagnie va désormais exploiter plusieurs rotations hebdomadaires entre les deux capitales européennes, à savoir Kinshasa, Paris, Kinshasa. Les passagers du vol international Kinshasa-Paris ont savouré les conforts et la qualité du service à bord de cet appareil volant. Créé en 2024, Air Congo a commencé ses opérations le 1er décembre de la même année. Son capital est détenu à 51% par l'État congolais et 49% par Ethiopian Airlines. La société présente un ambitieux projet, celui du développement comme un levier de connectivité pour la République démocratique du Congo, avec comme objectif de favoriser les échanges, le tourisme, les investissements et les commerces. Après avoir consolidé son réseau domestique, où elle affirme desservir plus de 14 destinations nationales, la compagnie a progressivement ouvert plusieurs lignes régionales et internationales. Elle dessert notamment Johannesburg, Paris, Bruxelles, Entebbe, Cotonou, Douala et Dar es Salaam. Dans sa présentation institutionnelle, Air Congo affiche l'ambition de devenir la compagnie aérienne la plus compétitive et leader dans la région en proposant des services de transport, de passagers et de fret, tout en contribuant au développement socio-économique de la RDC grâce au renforcement de la connectivité aérienne. Infrastructure, la nouvelle piste de l'aéroport de Kolwezi prend de plus en plus forme. Les travaux sont réalisés à plus de 80% avec la pose de l'avant-dernière couche d'enrobé, longue de plus de 3 km. Une fois achevée, cette piste pourra accueillir des gros porteurs. Images et commentaires. La journée n'a pas été de tout repos pour la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, à Fungurume, dans le territoire de Lobodi. Accompagnée de la bourgmestre de cette entité, l'autorité provinciale a entamé sa visite par les écoles primaires Utulizo, Masupana et Mukembe, dans le quartier Luketa. Sur place, les travaux de construction des nouveaux bâtiments devant abriter les salles des classes se poursuivent normalement. Deuxième étape de sa visite, le quartier d'Ipeta, où elle a posé la première pierre de la construction d'une nouvelle école primaire de Fungurume. Celle-ci comprendra 6 salles de classe, 3 bureaux administratifs ainsi que 2 blocs sanitaires. Ces travaux sont entièrement financés par la commune de Fungurume dans le but d'offrir aux enfants de cette partie de la province du Lualaba un cadre idéal pour leur apprentissage. À quelques mètres de là, l'autorité provinciale a posé une autre première pierre, cette fois pour la construction de l'Institut technique de Fungurume, un bâtiment à étages qui devrait sortir de terre dans un délai de 6 mois. D'un chantier à un autre, l'infatigable gouverneur du Lualaba s'est rendu au quartier Mwelampande pour constater l'évolution des travaux de construction d'un bâtiment R+1 destiné à servir de guest house de la commune. Le président de la République doit se sentir très fier d'avoir des femmes qui travaillent dans sa vision et nous allons aller sur le chemin qu'il est en train de tracer pour la RDC et en particulier pour la province du Lualaba, aujourd'hui pour la commune de Fungurume. Allez de l'avant, madame.
L'école technique agricole de Fungurume R+2 avec 18 salles de classe dont les travaux ont entièrement été financés par le gouvernement provincial a ensuite été inaugurée par la chef de l'exécutif provincial après une visite guidée des différentes salles des classes. Le complexe de sécurité a constitué l'avant-dernière étape de cette visite. Ce bâtiment R+2 abritera les bureaux de la police de Fungurume ainsi que le poste de la direction générale des migrations. La chef de l'exécutif provincial a bouclé sa visite de travail par la nouvelle usine de cobalt et de cuivre de Tenke Fungurume Mining, où elle a reçu les explications détaillées sur le fonctionnement de cette unité industrielle. C'était plutôt la ronde de la gouverneure de province sur plusieurs chantiers du Lualaba. Direction Otuele à présent, plus précisément à Isiro. Cette ville va bientôt changer de visage. À l'arrêt depuis plusieurs mois, les travaux d'asphaltage de la voirie ont repris. Le gouverneur de province, Jean Bakomito Gambou, s'en réjouit. On fait le point avec Nathalie Mboula. C'est après un moment d'arrêt à cause d'une panne survenue au niveau de la centrale de production des caillasses que les travaux de la pose des enrobés sur l'axe routier menant de l'aéroport de Matari jusqu'au centre-ville d'Isiro ont finalement repris le mercredi 19 août 2026. Et le gouverneur Jean Bakomito Gambou, accompagné de son fils Christophe Dara Matata et bien d'autres de ses collaborateurs, est allé personnellement s'enquérir de leur effectivité à la grande satisfaction de tous. Travaux qui reprennent sous la haute surveillance de la direction provinciale des voiries et drainages OVD. Je peux rassurer que ces travaux sont en train d'être bien réalisés, que la population puisse avoir confiance au gouverneur qui est en train de matérialiser les travaux selon la vision du chef de l'État. Sur place, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Touélé apprécie et reformule sa recommandation à l'entreprise soumissionnaire de maintenir les standards voulus pour bien respecter la promesse faite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population. Aujourd'hui, nous assistons à la reprise des travaux d'asphalte. Nous insistons sur la qualité. Sincèrement, merci au président de la République. Avec le président Félix, la reconstruction du Haut-Touélé est irréversible. Il avait demandé qu'on nous ajoute 50 km. Signalons par contre que pendant ce temps d'arrêt de l'asphaltage, les travaux de construction des ouvrages d'art afin de préparer la pose des enrobés sur un total de près de 40 km de voirie se sont poursuivis sur plusieurs artères de la ville d'Anouarité. On va parler infrastructure dans les territoires des Luilou avec vous, Regan Shindano. Effectivement, les territoires des Luilou dans la province de Lomami se dotent des infrastructures modernes pour un développement intégral à la base. Des actions de haute portée sociale qui portent la signature du député national Sam Tshibangou Désiré. Regardez. La journée de ce mercredi 19 août 2026 a été surchargée pour l'honorable Sabou Tshibangou Désiré, notable des Luilou dans la cité de Lopota. À la base, remise officielle du bureau Aner Luilou, visite et dotation des sources d'eau construites sur fonds propres et inauguration de plusieurs autres infrastructures. La remise par l'honorable Sabou Tshibangou Désiré des sources d'eau au quartier du centre et du triangle, la joie est à son comble pour ses habitants. Ici, les bienfaiteurs a répondu à un besoin très important, celui de desservir les loupotois de ce coin d'une eau de proximité, comme lui-même l'indique. Comme nous avons toujours dit, l'eau c'est la vie. Nos mamans souffraient, elles allaient attendre très longtemps, quelque part, pour trouver de l'eau. Ici, nous avons facilité de sorte que de bonnes familles puissent trouver de l'eau facilement. Direction bureau Aner Luilou, situé au quartier administratif communément appelé Mouvouyi, lance les débuts de la cérémonie de remise de cet édifice sorti des terres il y a quelques jours. La joie pour Yangoba Katanga Yangozo, inspecteur chef de poste de l'Aner Luilou, qui s'est dit profondément touché par cet acte de bonne volonté. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse ces jeunes hommes. Et parmi tant que j'ai invité, il n'était pas seul. C'est ainsi que je les parle. Que les gens de bonne volonté ne sont pas nombreux. La journée s'est clôturée par la visite de plusieurs travaux de construction des infrastructures religieuses et bien d'autres qui entrent également dans les projets Luilousa Maison en paille. Rendons-nous à présent en Ituri où la communauté Bira s'engage à soutenir la nouvelle administration militaire dans sa mission de pacification de la province. Un engagement pris le 19 août dernier à l'occasion d'un échange stratégique avec le gouverneur militaire, le général-major Kassongo Mulumba Gabi. Selemani Junior a signé ce reportage. Rapprocher davantage l'armée de la population pour sécuriser l'Ituri et faire face aux urgences sanitaires.
C'est tout le sens de cette rencontre de concertation menée par le docteur Matesounou Birabo Dedoni. La délégation de la communauté Bira, réunie au sein de la communauté Zunana, a fait le point sur la situation sécuritaire et sanitaire avec l'autorité provinciale. Au cœur des échanges, l'appui aux opérations militaires sur le terrain, mais aussi la mobilisation communautaire face à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola qui frappe la RDC. Pour la communauté Bira, la victoire contre l'insécurité et contre le virus exige une collaboration étroite avec le gouvernement provincial. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer dans le même sens en sensibilisant et comme vous le savez, nous attendons le processus de PDDRCS pour que la démobilisation soit chose effective. Ce soutien indéfectible tombe à point nommé alors que l'administration militaire intensifie ses actions pour stabiliser définitivement l'Ituri et éradiquer la menace d'Ebola avec l'appui considérable du gouvernement congolais et ses partenaires. Ils ont accumulé des mois d'arriérés. Il s'agit des chefs des travaux et assistants du Kasaï qui réclament à travers leur syndicat national les paiements de salaire des mois de juin et juillet. Isidore Kanyakeshi nous amène dans la ville de Chikapa. Le syndicat national des chefs des travaux et assistants du Kasaï, Synica sans sigle, réclame les paiements des salaires du mois de juin et juillet 2026 pour les agents de la ville de Chikapa. Dans un point de presse tenu à Chikapa, ces professionnels de l'enseignement supérieur demandent l'implication des autorités compétentes pour décanter la situation. Le comité provincial du syndicat national des chefs de travaux et assistants du Kasaï a constaté à l'issue de l'assemblée extraordinaire tenue le 14 août 2026 dans la ville de Chikapa qu'à ce jour, tous les agents de 3 établissements publics d'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, à savoir l'ISP Chikapa, l'ISTEM Chikapa et l'ISP Chikapa, payés par l'État congolais, n'ont jamais perçu leur salaire de juin et juillet 2026, alors que leurs collègues d'autres établissements n'accusent aucun arriéré de salaire. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nos salaires du mois de juin 2026 ont tout simplement été détournés. Nous sollicitons votre concours et votre implication pour que nous soyons remis dans nos droits les plus légitimes. Enfin, notre cri d'alarme s'adresse aussi au président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et des gestions bancaires. Le salaire est un droit et a un caractère alimentaire. Les responsables des églises et confessions religieuses se mobilisent davantage pour accompagner les dialogues annoncés par les chefs de l'État. Le gouverneur de la Tchopo, Paulin Lendongolia, a échangé à ce sujet avec une délégation de pasteurs de l'église Viens et Vois Nouvelle Vague, conduite par le patriarche Félix Mpogno, Zikri Lubenga et Papi Bolio. Le gouverneur de la Tchopo, Paulin Lendongolia le Babonga, a reçu en audience le patriarche Félix Mpogno, accompagné d'une grande délégation de responsables de l'église Centre Vieux et Voix Nouvelle Vague de l'Évangile, dont Maman Angela Boki, responsable de l'église au niveau local. Connu à Kisangani depuis les années 98, le patriarche Félix Mpogno est allé échanger avec l'autorité provinciale pour saluer les transformations en cours dans la Tchopo. Au-delà de l'aspect socio-économique, cette rencontre a mis l'accent sur l'unité et la cohésion nationale. Les gouverneurs Paulin Lendongolia et les leaders spirituels de l'église Viens et Vois Nouvelle Vague de l'Évangile s'accordent sur l'importance de faire marcher de pair la politique et la religion pour renforcer la nation, promouvoir la paix, pour soutenir le président de la République, Félix Tshisekedi, dans le processus du développement du pays et encourager un dialogue inclusif. Nous sommes une église, une seule église en Jésus-Christ, et nous devons nous soutenir la main dans la main pour soutenir aussi notre chef de l'État qui peuple à un dialogue inclusif et surtout à ramener la paix sur tout le territoire national. Et nous sommes venus également lui présenter nos encouragements, notre soutien, parce que nous avons remarqué déjà qu'il y a beaucoup de changements, que cette transformation qui était tant attendue est accomplie par notre gouverneur actuellement. C'est une très bonne chose. Il faut maintenant que l'Église et toute la population soutiennent
pour que ce qu'il a entrepris, qu'il puisse aller jusqu'à la fin. Des grands rassemblements spirituels sont prévus par les patriarches Félix Sepogno et fils, avec notamment un temps fort, la consécration d'une quarantaine de pasteurs accompagnés de prières pour le malade et la nation. Le gouverneur Paul Lendongolia les a rassurés de l'accompagnement de son gouvernement dans cette tâche combien importante pour le pays. Depuis Kisangani, Zikri Lubenga, RTNC. L'Office national de l'emploi, ONEM, a présenté sa nouvelle plateforme numérique dénommée Mikuba, dédiée à enregistrer et orienter spécialement les jeunes demandeurs d'emploi en RDC. C'était à l'occasion du Festival international Sakani, organisé du 13 au 16 août dernier dans la ville de Kananga. Marie-Chimène Kamuka. En République démocratique du Congo, les problèmes du chômage constituent un défi à relever pour la jeunesse et l'espace Grand Kasaï n'est pas épargné. Le festival international Sankai 2026, tenu au Kasaï central du 13 au 16 août 2026, a offert à l'Office national de l'emploi ONEM l'opportunité de promouvoir la politique nationale de l'emploi, sa plateforme numérique et son application Mikuba, ainsi offrir un cadre d'orientation et d'enregistrement aux jeunes demandeurs de l'emploi et aux opérateurs économiques de la province du Kasaï central, d'où la présence remarquée du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Le directeur général de l'ONEM, Maître Fanon Beyangombe, a été représenté par Athanase Kilende, qui a circonscrit l'événement en ces termes. La présence de l'ONEM traduit notre volonté d'être davantage proche des populations, des demandeurs d'emploi et des investisseurs afin de mieux répondre aux réalités du marché du travail. Le festival international Sankai, initié par Jonathan Moulumba, se veut un cadre d'échange socio-économique et culturel visant à promouvoir l'entrepreneuriat local et à identifier les enjeux majeurs du développement dans l'espace Grand Kasaï, selon des conclusions des travaux en panel. Alors, il était question d'expliquer d'abord que l'écosystème, c'est une plateforme partenariale, mais tous concourent à un seul objectif, chacun dans ses missions régaliennes. Sa participation à cette manifestation s'inscrit dans le cadre des missions de l'ONEM et recueillir des données des premières mains sur le marché du travail du Kasaï central. La plateforme politique et électorale dirigée par Tony Kankou vient d'enregistrer une nouvelle adhésion. Il s'agit de Bruno Kapanji, président du parti politique AND, qui a signé son acte d'adhésion sous les applaudissements des militants réunis dans la commune de Kasavubu. Les détails dans ses commentaires de Malumbela sur les images de Diemersi Sweka. C'est une ambiance d'unification qui a régné ce 17 août 2026 au sein de la PEP AAP où les adhésions continuent d'affluer. La toute dernière en date est celle de Bruno Kapanji Kalala. Attiré par le leadership éclairé de Tony Kankou-Chikou aux représentants de l'autorité morale de la PEP AAP, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Alliance pour un nouveau développement, a franchi les pas. Il a signé officiellement la charte d'engagement de la plateforme. Ces gestes traduisent un pacte républicain et conscient, un engagement pris pour soutenir avec dévouement et sacrifice la vision politique du chef de l'État, a-t-il déclaré. Tony Kankou-Chikou, acteur politique majeur, a personnellement accueilli Bruno Kapanji Kalala en lui transmettant la devise basée sur la loyauté au chef de l'État d'ici dans l'action. Pour couronner les tout, il lui a remis écharpe, drapeau, symbole de la plateforme. Pour fixer les esprits, le président de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple, l'honorable Laurent Batoumona, s'est livré à un véritable exercice pédagogique. De manière succincte, il a brossé l'historique de cette machine politique. Une plateforme politique de poids qui compte à ce jour près de 150 partis politiques, des membres du gouvernement ainsi que de nombreux députés et sénateurs. L'adhésion des AND vient de renforcer le rang de la PEP AAP. Avec cette nouvelle adhésion, la plateforme PEP AAP renforce davantage son poids sur l'échiquier politique national, ce qui permet de constituer un grand bloc pour les échéances à venir et soutenir l'action du président de la République. Le journal se suit avec cette note et avec cette messe pour la nation avec vous, Luisette. 26 drapeaux, 26 provinces, mais une seule prière, la paix pour la nation. L'église La Colombe a placé le pays entre les mains de l'Éternel à l'occasion d'une grande convention biblique dédiée à la mission de la femme. Cédric Kenina, Jean-Louis Ulunga nous en disent plus. 26 drapeaux, une seule nation. Une seule prière. La RDC a été placée entre les mains du Seigneur dans une grande convention
visite de la révérende et matriarche Lydie Moupati. Autour du thème « Femme d'Éden ou femme de la croix », les enseignements ont porté sur la mission et la formation de la femme dans la famille et dans l'œuvre de Dieu. Mais au-delà de ces enseignements, un moment fort, les 26 drapeaux représentant les 26 provinces de la RDC ont été présentés comme symbole d'une nation réunie dans la foi. Une intercession particulière a été élevée pour la paix, surtout dans l'est du pays, où les populations continuent de subir les conséquences d'une guerre d'agression injuste. Le Seigneur m'a dit, vous pouvez toujours prier pour votre pays. Vous ne pouvez pas laisser les pays uniquement entre les mains des politiciens. Les pays appartiennent à tout le monde. Que chacun puisse faire son travail par rapport à notre pays. Étant des hommes de Dieu, le fardeau que nous pouvons porter pour les pays, c'est la prière. C'est pourquoi on ne peut pas passer de cette convention sans pour autant prier aussi pour les pays. On a 26 provinces, il y avait aussi 26 drapeaux pour prier afin que le Seigneur puisse faire quelque chose pour notre pays, le changement de notre pays. La matriarche Lydie Moupati Yeye a également été honorée d'un diplôme de mérite décerné par l'église Rema, représentée par le pasteur Bumba. Ce sera tout pour